Cette exposition, le Maroc contemporain, montre qu'il y a une scène artistique extrêmement vivante au Maroc. Elle comprend des artistes de plusieurs générations, il n'y a ici que des artistes vivants, mais elle montre qu'il y a dans cette scène marocaine une grande diversité et chez les jeunes une grande effervescence. Il y a eu dès les années 50-60 des pionniers de la création qui sont revenus au Maroc pour ouvrir une école d'art. Il y a donc une vraie histoire de la modernité dans l'art marocain et on a voulu montrer combien cette modernité s'est développée et a donné aujourd'hui une effervescence tout à fait extraordinaire. On passe dans une première salle où il y a ces fameux éliges, cette géométrie de couleurs si particulière de la tradition marocaine et qui peut se relier avec beaucoup d'aisance avec toutes sortes de créations contemporaines. L'exposition s'ouvre sur un ensemble d'œuvres qui montrent un Maroc fantasmé, un Maroc rêvé. Il y a là des propositions qui sont quelquefois un petit peu satiriques ou humoristiques et qui montrent d'une manière assez légère comment des artistes peuvent interpréter la vie du Maroc aujourd'hui. Il y a la salle de classe de Hicham Benoud où, avec les élèves, il semble essayer de tromper l'ennui des cours d'une école normale et il demande à ses élèves de prendre des positions assez inattendues, de jouer avec des éléments extrêmement simples du quotidien et de prendre des attitudes complètement inattendues. Il y a donc, face à ces élèves qui ont l'air si studieux et qui écrivent sur leur petit banc d'école, toutes sortes de situations oniriques, de rêves qui sont en train de se dérouler. Peut-être est-ce une manière de tromper l'ennui de la scolarité quotidienne. Le même Hicham Benoud présente également une série qui s'appelle Âne situ, dans lesquelles il place des ânes dans des salons bourgeois. L'âne est à la fois un animal emblématique au Maroc, mais également, comme dans beaucoup de pays, la marque de la bêtise et il est souvent appliqué à certains politiciens. Par ailleurs, Ben Saïdi montre un film avec des scénettes plus ou moins comiques ou satiriques d'une vie quotidienne au Maroc qu'il amplifie bien entendu, auquel il donne une importance et où on passe d'amour quotidien à des conflits et des violences. Tout ça se passe sous une fenêtre qu'on ne voit jamais. Il y a ensuite deux photographes, l'un Mazouz qui est déjà connu et qui a fait de magnifiques photographies avec une grande profondeur de champ qui fait qu'on voit des scènes tout à fait inattendues avec des personnages qui se retrouvent sous une semelle par exemple complètement magnifiée et également Mergi, un artiste beaucoup plus jeune qui lui place le Maroc dans des situations tout à fait inattendues en travaillant des collages sur Photoshop. Après cette introduction un petit peu légère, on aborde les pionniers de la modernité au Maroc. Il y a là des artistes qui sont très connus au Maroc, Farid Belkaya, Mohamed Melehi, Rabi, El Grib, El Baz. Farid Belkaya est sans doute un des artistes majeurs de cette génération. Il est malheureusement décédé quelques semaines avant l'ouverture de l'exposition. Il a fait ses études à Prague et il a ensuite passé par Paris où il a rencontré les artistes de l'avant-garde de l'époque et il est rentré au Maroc
et a initié avec ses amis une version tout à fait originale de la modernité liée à une tradition marocaine. Je veux dire par là qu'il a réinterprété tous les éléments de la peinture occidentale, cette fameuse toile montée sur un châssis qui est un rectangle, une espèce de fenêtre sur la réalité. Et il a commencé par substituer à la toile la peau, c'est-à-dire des peaux d'agneau, ce qu'on appelle du parchemin quand c'est en petit format, et sur lesquels il utilise plutôt des teintures que des peintures, c'est-à-dire des couleurs qui s'imprègnent dans la peau et non pas juste qui restent sur la surface. Et ensuite, il a abandonné le fameux rectangle ou le carré de la peinture occidentale pour lui substituer des formes tout à fait inventives, des silhouettes tout à fait originales qui souvent rappellent l'art islamique ou même l'art marocain. Les peintures sont souvent de caractère abstrait et se relient à la peinture abstraite de cette période-là, mais il y a également beaucoup d'allusions à des éléments figuratifs, et en particulier certains tableaux qui ont carrément une profondeur érotique, dans la mesure où il y a des allusions très directes au corps et à la sexualité, mais qu'il faut savoir décrypter parce qu'ils sont cachés derrière un vocabulaire qui se lit au premier regard plutôt comme de l'art abstrait. Mohamed Melehi est un ami de Farid Belkaya et comme lui, il a beaucoup voyagé étant jeune, il a exposé même à New York avec les artistes les plus innovateurs de l'époque et comme Farid Belkaya, il est revenu au Maroc et ils ont ouvert ensemble une école à Casablanca qui a été extrêmement importante parce qu'elle a été la première école qui a diffusé au Maroc et auprès des jeunes étudiants la modernité telle qu'elle se pratiquait en Europe ou aux États-Unis. Mohamed Melehi donne une version très personnelle de l'abstraction géométrique qui était un des mouvements dominants de l'époque, c'est-à-dire ces grands plans de couleurs, ce qu'on appelle aux États-Unis le colored field painting. Mais il la traite d'une manière personnelle et très liée à son héritage, à sa tradition marocaine et islamique, parce qu'on voit y apparaître un ensemble de courbes et de contre-courbes qui rappellent très précisément la calligraphie. Il y a aussi une violence des couleurs qui est très particulière chez Melehi. Et chez lui aussi, on voit apparaître ces jeux de courbes qui, quelquefois, peuvent suggérer des corps et même des corps qui s'enlacent dans certains cas. Le troisième artiste de ce groupe, c'est Rabi, un artiste qui, alors au contraire de Melehi, qui travaille sur des surfaces de couleurs et uniquement dans le noir et blanc et dans la gestualité, dans la brutalité et la violence d'un geste avec la brosse, il trace des traits noirs de manière violente sur un fond blanc. Il y a, comme il le dit, un souvenir là aussi de la calligraphie, mais qu'il a complètement transformé et qu'il a fait muter dans une peinture complètement différente. C'est quelque chose de brutal, mais si on regarde de très près, on voit qu'à chaque fois, il y a une petite touche de couleur, jaune ou rouge, à l'intérieur de ce noir, qui tout d'un coup prend une valeur extraordinaire à cause du rapport entre les différentes couleurs. Khalil El-Grib est un artiste éminemment discret, mais d'autant plus important, pourrait-on dire. C'est un artiste qui a résolu une question qui a hanté toute l'histoire de la modernité. Comment faire pour trouver une solution à la question de l'art et de l'argent.
Cette question-là a taraudé des centaines ou des milliers d'artistes, et Khalil El-Grib est le premier artiste que je connaisse qui ait résolu ça d'une manière extrêmement simple. Il ne vend pas ses œuvres, il les donne quand on les lui demande ou selon les rapports ou les relations qu'il a avec les gens, et c'est un geste d'amitié envers le destinataire de l'œuvre. Il ramasse depuis des années toutes sortes d'objets, de détritus, de restes qu'il trouve dans les rues d'Azila, où il habite. Et son atelier est rempli de toutes sortes de ces objets, de ces résidus qu'il a accumulés dans d'énormes sacs dans cet endroit. Et il les combine ensuite pour faire des petites œuvres qui ressemblent quelquefois à des petits paquets, qui sont faits de matériaux qui sont déjà en désagrégation, qui sont déjà quasiment en train de tomber en poussière. Et il dit avec beaucoup d'à-propos que les œuvres auront exactement le même destin que nous, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à disparaître. C'est peut-être une leçon typiquement orientale d'ailleurs, pour nous qui croyons toujours que l'art doit nous survivre justement, doit vivre peut-être quasi une éternité, mais aller bien au-delà de la vie humaine, alors que lui nous fait la démonstration inverse en prouvant que les œuvres ont la même vie que nous et qu'elles sont destinées à tomber en poussière. On sait l'importance qu'a l'artisanat dans la vie marocaine, dans la vie artistique mais aussi économique. Nous avons donc voulu montrer dans l'exposition qu'il n'y a pas que l'art savant, il n'y a pas que la peinture et les arts qu'on montre dans les galeries et dans les musées, mais il y a aussi les objets quotidiens. Et donc il y a une série de salons dans lesquels on peut d'ailleurs s'asseoir sur des fauteuils qui ne sont pas présentés comme des objets simplement qu'on regarde de l'extérieur, mais dont on peut se servir. Il y a des tapis au sol. Et nous avons voulu montrer aussi quelques exemples d'invention, d'innovation dans ce domaine de l'artisanat. La théière est un objet emblématique dans la vie quotidienne marocaine. Et on a là deux théières de Younes Duré, qui sont assez humoristiques parce qu'elles reprennent cette forme qui est complètement arrondie en la transposant dans des plans rigides, un peu comme si on y appliquait un système cubiste à cette bonne vieille théière complètement ronde. Et puis les théières de El Madi, qui, elles, se démultiplient par un système de découpage et d'amplification et qui sont également tout aussi humoristiques. On a regroupé ici trois artistes très différents, mais qui tous les trois travaillent à partir de l'ambiguïté des images. On a souvent tendance à croire qu'à une forme correspond une interprétation, c'est-à-dire qu'on peut plaquer un nom dessus. Mais très souvent, les artistes travaillent sur l'ambiguïté de ces formes qui peuvent être interprétées de manière différente et qui, du coup, ouvrent des mondes complètement différents. J'ai derrière moi des œuvres de Tabal, un artiste autodidacte de la région d'Essaouira, qui appartient à une confrérie Gnawa, donc qui pratique cette musique qui est une musique rituelle et qui a des vertus thérapeutiques. Et il fait des images extrêmement complexes. Vous voyez qu'on a affaire à des images qu'on peut voir comme une grande figuration qui se développe sur l'ensemble de la toile, mais qui en fait est réalisée à partir de toutes sortes d'éléments qui se combinent pour donner cette grande image, au point que le tableau qui est derrière moi peut être retourné à 180 degrés et il donne une autre lecture qui est toujours tout aussi valide. Un autre artiste, c'est Raraz, qui a fait à la manière, on pourrait dire, d'un Soutine un peu expressionniste, ce grand visage
qui nous fait face, mais en réalité, si on le regarde attentivement, on voit que le nez est formé de deux profils, c'est-à-dire qu'il trouve là aussi une solution tout à fait originale par rapport à ce vieux problème qu'avait traité Picasso, du visage de face et de profil à la fois. Et enfin, on a les visages d'Elbaz, qui sont en fait complètement couverts de mains qui essayent d'étouffer cette bouche et ce visage, mais ces mains deviennent en même temps un profil. Et Elbaz, qui a fait partie de ces pionniers de la modernité marocaine au début des années 60, a ensuite poursuivi son travail avec toutes sortes d'anamorphoses, de figures géométriques qu'il fait avec du papier qu'il travaille lui-même et qui est fait à partir de lamelles qu'il a découpées dans le roman de Flaubert, Madame Bovary, pour en faire une espèce de magma qui devient bien sûr complètement illisible. On est ici dans un des salons qu'on a aménagé dans l'exposition pour éviter de montrer des objets faits par des designers marocains sur des podiums, sur des socles qu'on ne peut pas toucher. Au contraire, ici, on peut s'asseoir sur ces fauteuils de bois brani. Et puis, on peut voir en situation le très beau narguilé de Hicham Lalou, qui est ici, et qui essaye de reprendre ces objets du quotidien marocain en les réinterprétant et en leur donnant une nouvelle forme. Et on voit également les tables de El Madi qui sont faites à partir de fer de béton récupéré. Mounir Fatmi présente ici un ensemble d'œuvres qui traitent à la fois de l'architecture, des questions d'architecture dans les banlieues parisiennes même, puisqu'il y a une référence très directe à ce qu'il a vécu à Mantes-la-Jolie, avec des représentants de la société civile qui discutent de l'urbanisme et des développements de la ville dont on détruit des éléments. Il y a des barres entières qui sont détruites par ces machines avec des crochets absolument énormes. Mais son œuvre qu'il reprend à partir du film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, est tout à fait remarquable parce qu'il transpose cette énorme machinerie dans le monde islamique, avec ces rosaces et ces calligraphies qui deviennent des grandes roues et des engrenages. Et on a sans doute ici affaire à une espèce de métaphore de l'entrée du monde arabe dans la société moderne et industrielle. Le Challenger de Max Bouffatal est fait à partir de couvertures de survie qui sont allongées là et qui deviennent en fait les muscles fuselés de cet animal assez effrayant, qui a des mâchoires qui rappellent d'ailleurs celles de ces machines effrayantes qui sont en train de détruire les anciennes barres d'immeubles de Mantes-la-Jolie que montre Mounir Fatmi. On a également de Max Bouffatal 3 sortes de masques qui montrent des philosophes de l'Antiquité avec le serment d'Hippocrate et Démocrite, etc. Eric Vanov est un artiste belge qui s'est établi à Marrakech à cause de l'importance de l'artisanat dans ce pays. Il a pris un moteur Mercedes V12 qui est considéré comme un des plus performants dans l'histoire de l'automobile et il l'a entièrement démonté. Il est abouti à avoir plus de 500 pièces et il a pris ces 500 morceaux de moteur et il les a donnés à des artisans pour qu'ils les reproduisent le plus fidèlement possible. Les artisans ont utilisé des matériaux extrêmement différents, toutes sortes de bois, des métaux divers, du cuir, de l'os, de l'ivoire, de la céramique, même du textile, pour reconstituer un moteur dont les différentes pièces ont été ensuite assemblées pour faire cette espèce d'objet complètement étrange
et qui n'a, comme le dit l'artiste lui-même, qu'un fonctionnement poétique. Le même genre de transmutation de la matière, de transposition de la matière dans un domaine complètement différent, on le trouve avec la table de Iwi Lassen, qui utilise le pneu, parce que son père fabriquait des pneus pour faire des seaux ou des chaussures pour l'usage dans les campagnes. Et Iwi Lassen a fait cette table extraordinaire qui est faite à partir d'éléments d'éléphants, des pattes qui deviennent ensuite des trompes, et le tout qui est extraordinairement inventif et surprenant a été fait à partir de pneus. Driss Rahoui est un artiste de la région orientale du Maroc et il propose ce repas fait à partir de charbon. Son père était un mineur et comme il le raconte, il a emporté son repas ou son sandwich dans la mine et bien sûr il avalait avec son repas une certaine quantité de poussière de charbon et il en est mort à 40 ans. C'est donc une évocation de cette situation terrible et difficile des mineurs que l'artiste évoque ici. D'une manière analogue, sur le plan strictement visuel ou esthétique, on a deux tableaux de Moab Nani qui sont faits à partir de colle et qui donnent donc cette matière extrêmement scintillante et brillante sur les toiles. Latiris est un artiste de Tétouan et il nous propose ici ce qu'il appelle la porte de l'enfer. Il y a une évocation de la guerre, bien entendu, avec des armes, avec des diables, des drapeaux, mais plus précisément aussi avec des briquets qui évoquent ce garçon qui s'est immolé en 2011 en Tunisie. Et ces briquets portent les drapeaux des différents pays belligérants dans le Moyen-Orient. Mais c'est une évocation des violences et de la guerre d'une manière plus générale. Une fois passé la porte, on pénètre dans l'installation. On est confronté à un roule, ce personnage, sorte de diable qui représente le mal. Sur le mur, Latiris a mis une inscription en miroir, donc qui renvoie l'image du reste de l'espace, qui dit que créer, c'est résister, et résister, c'est créer. Et il utilise également dans ce fond de papier peint tout un vocabulaire extrêmement coloré qui est issu de l'imagerie populaire islamique. Mohamed El-Baz nous propose cette ronda, qu'il appelle aussi la ronde de lui, qui est faite à partir d'un tarot espagnol. Ces images de tarot sont sur des miroirs, puisqu'ils nous renvoient notre image et nous indiquent que nous sommes tous dans ces inquiétudes sur l'avenir, dans ces interrogations sur ce que va être notre futur. Et ces cartes, avec leurs différents signes, leurs motifs et leurs symboles, doivent nous aider à comprendre ce qui va nous arriver sur un plan individuel et bien sûr aussi sur un plan politique. Cette salle est consacrée au soufisme. On y retrouve à la fois des artistes de la première génération de la modernité marocaine, ces pionniers comme Farid Belkaya, avec ce tableau qui est fait en partie en cuivre martelé, donc avec une technique qu'il reprend de l'artisanat marocain, quelque chose qui est esthétiquement tout à fait inscrit dans une tradition marocaine, peut-être difficile à comprendre pour notre compréhension de l'art abstrait. Il y a également un autre tableau où il
recherche les motifs, les rythmes, les volutes qui sont celles des derviches tourneurs et de la trance, auxquels il s'intéresse beaucoup. Et cette question des derviches tourneurs et de la trance, on la retrouve aussi dans cette œuvre de Nadja Mehaji, avec ses grandes volutes blanches qui évoquent les grandes robes blanches des derviches tourneurs. Une œuvre majeure de cette exposition est celle de Younes Ramoun, qui, dans ce grand cône, a installé 77 lampes qu'il dit correspondre aux 77 éléments de la foi musulmane. Ces lampes sont faites de fleurs en verre qui sont toutes différentes, remarquablement faites dans les moindres détails. Et en dessous, chacune des lampes s'allume et s'éteint selon des rythmes différents. C'est une sorte de féerie dans laquelle on rentre parce que le tout est entouré de miroirs qui renvoient l'image à l'infini. Safa Erwas nous propose une version un petit peu plus inquiétante, plus dérangeante, car elle accumule des oreillers, un instrument, enfin un objet qui évoque la douceur, sinon même la tendresse, et en fait elle le contrarie, elle le contredit, en mettant sur chacun de ces oreillers, et on le voit en s'approchant, des objets contondants ou des couteaux, des ciseaux, des aiguilles, toutes sortes d'objets qui indiquent au contraire la blessure, la déchirure ou même le mal. C'est donc une contradiction interne qu'elle veut nous montrer à travers cette œuvre. Cette salle consacrée au soufisme se poursuit avec deux ensembles d'œuvres d'un calligraphe d'Aïfala, qui est très proche de la calligraphie traditionnelle, et le tondo de Zouzaf, qui lui transpose cette calligraphie en fait en inventant toutes sortes de petits signes, de petits symboles, quelquefois même des représentations de personnages, de figures qu'il accumule sur la surface, mais en restant fidèle à cette tradition de la calligraphie arabe. Yamou est un scientifique, il a un diplôme de biologiste qui est ensuite devenu artiste. Et on voit bien les traces de son savoir, de ses connaissances dans ses peintures, puisqu'il élabore tout un monde qui est issu de la biologie, des études au microscope. On voit apparaître toutes sortes de cellules, des amibes, des atomes, qui se mêlent à toutes sortes de développements végétaux, dans un monde qui a l'air d'être en croissance ou presque dans une sorte d'origine et où les différents éléments de la vie seraient en train de se mettre en place. Il a aussi, à part ses peintures, quelques sculptures dont la caractéristique est d'être complètement recouverte de clous. On pense évidemment à ces fétiches africains du Congo. Il y a une Lilith qui est une sorte de représentante un peu maléfique de Ève dans la mythologie. On la voit ici avec ce bras qui devient en quelque sorte un serpent qui va l'entourer et qui va peut-être l'étouffer. Et ces troncs qui se terminent par une végétation, par ces quelques cactus qui sortent de ces éléments tout à fait verticaux. Achik est un peintre que nous avons rencontré à Essaouira. Il a une œuvre de caractère expressionniste très forte. Il s'exprime très peu sur son travail, sur ce qu'il fait, et il nous a dit que justement c'était un cri dans le silence, et on le sent avec cette sorte d'explosion autour de ce visage. Parmi les éléments d'artisanat, on a ce zélige ici qui est un travail
tout à fait remarquable de précision dans le détail, parce que ces éliges sont retravaillés à la main, bien entendu, et les émaux sont retaillés pour retrouver la couleur et la matière de la céramique, de l'argile en dessous de la terre qui a cette très belle couleur rougeâtre et qui joue avec les différentes teintes de bleu. Lors de notre enquête sur la scène artistique marocaine, nous avons été frappés par le nombre d'artistes qui traitaient de la question des migrants, question très importante au Maroc, avec d'une part un certain nombre de Marocains qui essayent de franchir le détroit de Gibraltar et d'arriver en Europe, mais en plus il y a au Maroc énormément de Noirs qui viennent de l'Afrique subsaharienne et qui essayent à tout prix de franchir, alors en général plutôt l'Atlantique et d'arriver jusque sur les côtes espagnoles ou bien aux Canaries. Et beaucoup de ces gens sont la victime de ces passeurs qui les emmènent sur des embarcations de fortune et un certain nombre périssent en mer. Donc cette situation est retracée par pas mal d'artistes, comme ici Échaïr, qui montre ces espèces de traces de petites embarcations avec une pierre dessus sur un lit de sel, parce qu'il dit que si la mer s'asséchait un jour, on retrouverait au fond les traces de ces embarcations qui ont fait périr tous ces gens qui ont voulu quitter le Maroc. De la même manière, Benyarlef, un artiste d'Essaouira, fait cette espèce de crucifixion qui retrace ces événements tragiques, puisqu'on voit là une série de croix, et dans le dernier tableau, on voit un de ces personnages qui est mort à la suite d'un de ces naufrages, et il est dans une position comme le Christ dans les bras de Marie, dans une position qui est analogue à une pietà. Arejdal, un jeune artiste, a lui aussi essayé de quitter le Maroc coûte que coûte. Il a été victime de ces passeurs qui lui ont pris de l'argent et il est arrivé jusqu'aux Canaries. Il a été mis en prison, il a été rapatrié au Maroc et il raconte toute cette histoire dans une bande dessinée. Il a par la suite appris qu'il y avait une biennale à Dakar et n'ayant aucun moyen, il a décidé d'y aller à pied. Il a dû bien sûr traverser la Mauritanie, arriver au Sénégal, et dans chacun de ces pays, il a ramassé quelques morceaux de tissu et il a fait ces tableaux avec, comme un collage avec ces tissus qui lui rappellent cette pérégrination quand même assez extraordinaire. Et c'est lui aussi qui livre cette valise à la forme un petit peu étrange et qui représente en fait la carte de la Palestine. Ici sont regroupés un certain nombre d'artistes qui traitent de la situation politique ou sociale, pas spécifiquement du Maroc, mais du monde d'aujourd'hui. On a donc Ilkem qui montre ces chiens qui sont d'évidence très agressifs, qui sont comme un symbole de la violence, mais aussi ces armes ici qui en fait sont transformées pour devenir des espèces d'insectes, des araignées tout à fait effrayantes. Il appelle ça des arméniers d'ailleurs. Et ici un tissu de camouflage sur lequel il a mis des mouches tout à fait inquiétantes. Belbzioui, qui fait d'ailleurs aussi des performances, affuble ces personnages de têtes d'animaux tout à fait inquiétantes, mais quelquefois aussi montre, comme ici, des enfants avec des masques à gaz
dont on peut imaginer qu'ils sont dans une situation de guerre ou de violence tout à fait oppressante. Belkadi parle également de la situation, soit avec ces femmes qu'il appelle les muselées, des femmes voilées qui regardent une autre en train de faire la danse du ventre. Il montre ici vraisemblablement un terroriste qu'il appelle l'adepte avec sa Kalachnikov à sa droite et un personnage qui est vraisemblablement un chômeur, un homme costaud qui pourrait travailler mais qui n'a justement pas de travail et qui en est réduit à vendre des cigarettes qui ne sont plus des Marlboro mais des Malabar. Et on remarque qu'en fait il a fait avec le paquet de cigarettes un bateau qui suggère une fois de plus ce désir de fuir son pays et d'aller trouver du travail en Europe. On voit dans cette œuvre qui s'appelle L'informatage de Youssef Ouchra l'artiste en train d'ingurgiter de plus en plus de chewing-gum jusqu'au point où il n'arrive quasiment plus à parler. Il essaye de prononcer le mot informatage et ce chewing-gum qui devient absolument gigantesque, qu'il dégurgite à un moment donné, prend la forme d'un cerveau et par conséquent d'un bourrage de crâne qui est celui qui modèle ce cerveau qui est nourri d'informations au détriment de la connaissance. Cette œuvre a été réalisée par le groupe Pixilone. C'est un groupe qui travaille avec les technologies les plus élaborées pour faire une installation avec des projections extrêmement élaborées. Il s'agit d'une installation à partir de pain de sucre, car le pain de sucre est toujours encore au Maroc un objet qui est utilisé de manière rituelle, traditionnelle dans des cérémonies, comme un cadeau important et un symbole. Et ici, il prend toutes sortes de formes, il s'écroule à un moment donné et il est l'objet de projections où on voit apparaître des bouches ou des yeux qui le rendent vivant. Et c'est toute une vie du pain de sucre à laquelle on est confronté. Au cours de notre voyage au Maroc, nous avons rencontré à Laayoune cette femme autodidacte. Elle n'a jamais appris à faire de la peinture dans une école. Elle fait des tableaux extrêmement colorés avec des formes tout à fait extraordinaires qu'elle invente. On voit là une imagination tout à fait débordante et elle a son intérieur, son appartement complètement tapissé de ces tableaux que nous avons trouvés suffisamment originaux et intéressants pour les montrer ici. On arrive ici dans une salle qui est consacrée au corps. C'est un phénomène très évident dans l'art marocain d'aujourd'hui que beaucoup d'artistes se sont saisis du corps alors qu'autrefois on pratiquait plutôt la peinture abstraite et on voit bien que le corps devient un sujet important. Alors il apparaît dans des peintures d'un artiste de la première génération de Cheffage, puisque ces tableaux s'appellent soit le baiser, soit sont des allusions à la sexualité, même si c'est dans une forme qui est relativement traditionnelle, qui a encore quelques relations avec le cubisme, mais on le voit aussi chez beaucoup d'artistes plus jeunes, comme Bin Bin, qui montre très souvent dans ses tableaux toutes sortes de corps entremêlés, enchevêtrés, mais curieusement qui n'ont pas l'air de communiquer vraiment, qui sont les uns
proche des autres, mais comme si, en même temps, ils restaient étrangers les uns aux autres. Quelquefois, ils communiquent au point que l'un rentre dans l'autre et il y a des visages qui s'entremêlent. Mohamed El-Baz montre un squelette dont les membres, au fond, auraient acquis une espèce d'autonomie, puisqu'il y a des transistors sur les différentes parties du corps, chacun a son programme, sa diffusion, et c'est donc comme si tous ces éléments du corps parlaient des langues différentes. Les deux sculptures de Tahiri montrent que cet artiste a souffert dans sa chair. Elle a sans doute passé par des phases douloureuses, puisqu'on voit ici cette langue qui sort de sa bouche comme un serpent et qui vient rejoindre en fait la pointe du sein. Et cette autre sculpture avec des sortes de mutations du corps et qui fait que cette femme n'a qu'un sein. Miloudi, un artiste d'Essaouira, montre cet hommage à sa mère qui est en fait comme une sorte de momie et où on voit un fœtus et qui est un objet tout à fait prenant à cause de la charge affective qu'il comporte. Touami Enadre est un photographe déjà connu internationalement. Il montre ici une sorte de résumé, de concentré de son œuvre qui commence avec 3 photos qui ont été prises au Maroc, donc qui retracent un peu son histoire ou son enfance au Maroc. C'est un photographe qui travaille avec le clair-obscur et avec des valeurs extrêmement contrastées. Il recherche en particulier des noirs extrêmement profonds. Ici, ils sont tirés sur des papiers qu'il est allé chercher au Japon chez un maître qui fait des papiers tout à fait particuliers. Et il montre ensuite une demi-douzaine de photos qu'il a faites à New York en 2001. Il était à New York au moment du 11 septembre et il a fait ces photos dans le métro où on voit des gens en train de dormir ou d'essayer de se reposer et recouverts par des tissus ou par des journaux. Ensuite, une photo qu'il a faite à Haïti il y a déjà quelques années et qui montre une scène de transe, et 3 photos qu'il a faites très récemment, c'est sa dernière série au Japon, où il a suivi un rituel de bondage, et on voit en particulier cette femme dont les cordes ont été enlevées, mais qui garde sur sa chair les traces de ce ficelage qu'elle a subi. Ben Salam est une jeune artiste du sud marocain, mais qui vit actuellement près de Ouarzazate, où elle enseigne. Elle fait des dessins tout à fait extraordinaires, pleins d'imagination, où on voit des personnages s'enlacer, mais aussi des personnages pris par des espèces de monstres, des esprits qui viennent les inquiéter. Elle a fait une vidéo à Marrakech qui s'appelle 2 minutes 45 à Marrakech, où elle circule dans les rues de Marrakech habillée avec un niqab, mais une jupe qui découvre ses jambes et avec des chaussures à talons. Elle est immédiatement agressée, suivie et poursuivie par des jeunes gens ou par des femmes qui l'insultent. Cette salle est consacrée au corps toujours, mais au corps vu par les femmes. C'est aussi un phénomène important au Maroc aujourd'hui, de voir qu'il y a un certain nombre de femmes qui se saisissent de cette question du corps et qui insistent sur
l'appropriation qu'elles revendiquent de leur propre corps et de le montrer comme elles le souhaitent. Alors, il y a ces photos de cette très jeune photographe, Mazir, qui a vraisemblablement subi des harcèlements quand elle était jeune et qui montre ces photos de son corps dans des situations très douloureuses. Avec un petit peu plus d'humour, il y a les photos de Mazmouz qui se montre enceinte, mais avec un costume de catcheuse, qui est évidemment une espèce de dérision de cette situation. Randa Maroufi montre une petite vidéo et quelques photos qui sont des photos qui sont complètement mises en scène, où il s'agit de ces situations de jeu et de harcèlement des jeunes gens vis-à-vis des jeunes filles, telles qu'on les connaît un peu partout, mais d'une manière peut-être un petit peu plus insistante dans les pays du Maghreb. Morabuti est parti d'une série de peintures où il représentait les barabous, ces lieux saints où on enterre les personnages importants de la religion islamique et qui sont en général couverts d'un dôme. De ce dôme des marabouts, il a abouti au saint et il a décliné le saint sous diverses formes en disant d'ailleurs que le prophète lui aussi avait une mère et donc que sa mère l'a allaité. Et il y a en filigrane sur ces saints une calligraphie qui dit Allah. Ce grand rideau d'Amina Agheznaï est un bon exemple de la manière dont des artistes et des designers d'aujourd'hui peuvent s'emparer de l'artisanat, des savoir-faire marocains pour créer des objets tout à fait nouveaux et étonnants. Elle a travaillé avec une trentaine de tisserands, de femmes qui pratiquaient l'artisanat pour réaliser cette sorte de grand filet de pêche extrêmement élaboré qui apparaît comme un grand rideau dans cette exposition. Dans la salle hypostyle, une section sur l'architecture décline un certain nombre d'exemples d'architecture selon 5 catégories qui sont le sol, la matière, la ville, le patrimoine et le motif. À chaque fois, une maquette qui a été choisie comme exemple et des interviews d'architectes importants aujourd'hui au Maroc parce qu'on y construit beaucoup. Ici, par exemple, la maquette du musée d'art africain qui va être construit très bientôt à Marrakech. C'est un bâtiment important construit par un Marocain et une agence espagnole qui va être un des tout premiers musées d'art africain en comprenant bien sûr des artistes du Maroc et du Maghreb mais aussi des artistes de l'Afrique subsaharienne. C'est la Fondation Alliance qui va faire ce nouveau musée. En face de cette section d'architecture, nous avons sur un podium un certain nombre de vêtements qui ont été créés par Noureddin Amir, qui est passé par une école de couture à Paris et qui aujourd'hui au Maroc crée ces vêtements tout à fait extraordinaires et innovants à partir des matériaux les plus incroyables qu'il arrive à combiner avec un savoir-faire tout à fait extraordinaire et il sera certainement l'un des grands couturiers marocains dont on va parler dans l'avenir. Ici, un certain nombre d'artistes interrogent la religion et les croyances. Afifi montre cette Kaaba
qui s'enfonce de plus en plus dans l'eau. Mais la même Kaaba est interprétée par Mehdi Georges Laloux en se présentant sur la tête de l'artiste lui-même qui est là. On peut l'interpréter de diverses manières, soit que la Kaaba sorte de la tête de ce personnage, qu'il l'imagine et qu'elle est représentée au-dessus de lui, ou bien peut-être son poids est-il très lourd sur sa tête. Il y a également du même Afifi une représentation d'une sphère qui remplace à la Mecque la Kaaba. Bouchichi, lui, nous livre un grand compas qui est bien sûr la mesure de l'espace, et ce compas a la particularité d'avoir à la place du crayon un petit minaret. Et également de Mounir Fatmi, ce petit Rubik's Cube qu'il appelle un casse-tête pour musulmans modérés. Dans ce monde en ébullition et qui est traversé de violence et de guerre, Batoul Chimi montre ses cocottes minutes avec le monde arabe découpé dans cette casserole qui en fait devient un monde sous pression. C'est la même violence que traduit l'œuvre de Yamou avec ce tronc d'olivier extrêmement noueux, brutal, sauvage, qui est couronné par une série de faucilles qui sont évidemment extrêmement tranchantes comme des épées. L'œuvre de Ouazani, derrière moi, s'appelle le Printemps arabe. On y voit un cycliste qui est là en train de trouver son équilibre. C'est évidemment un symbole de la situation actuelle où on ne sait pas dans quelle direction vont aller les politiques de ces différents pays traversés par des situations de violence et quelquefois tragiques. Ouazani a été le directeur de l'école d'art de Tétouan et il dessine dans l'espace avec ses lignes colorées des sortes de sculptures qui pourraient être mobiles et qui rappellent en fait les plaisirs de l'enfance. Nous sommes allés dans l'atelier de Ouazani à Tétouan et nous l'avons filmé dans ses moindres détails et l'on pourra voir son atelier dans un Oculus qui permet de restituer virtuellement tout l'espace de cet atelier. Il n'y a pas que l'art savant au Maroc, l'art qui est montré dans les galeries, dans les musées ou chez les collectionneurs. Il y a aussi un art populaire et nous avons voulu en montrer quelques témoignages, en particulier avec ces tapis. Il y a ici 3 types de tapis. Tout d'abord, des tapis de laine qui n'ont pas été faits pour la vente dans le commerce, mais où les tisserandes se sont laissés aller à mettre les motifs qui évoquent leur vie ou leurs souvenirs. On voit donc apparaître ici toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, un chameau, etc. Derrière moi, on a le travail de 3 tisserandes qui sont identifiées. La première avec les 6 qui sont là, puis ces 4 là, et enfin les 8 qui sont ici. Et ces 3 tisserandes de la tribu Aïd Kabouche, qui était autrefois une tribu nomade, sont identifiées, on les connaît. Il y a même un petit film qui montre 2 d'entre elles, on les a interviewées. Et on a tenu à montrer que ces tapis qu'on trouve souvent dans les souks et que les touristes achètent ont bien sûr des auteurs et que ces auteurs, on peut les connaître et les identifier. C'était très important pour nous. Ces tapis qui sont faits en partie avec des résidus de tissus, des résidus de l'industrie textile, parce qu'ils sont faits avec des matériaux
très bon marché, ces femmes ont très peu d'argent, s'appellent des boucharouettes. C'est un nom marocain pour ce qu'on appelle des lirettes en français. Et sur la gauche ici, on a la version la plus bon marché, la plus pauvre de ces boucharouettes, qui sont faits vraiment quelquefois avec toutes sortes de déchets textiles, même quelquefois avec des morceaux de plastique. Ce sont des petits tapis utilisés comme tapis de sel ou pour mettre sur les ânes, quelquefois aussi comme tapis de prière, enfin dans un usage quotidien, et où on voit l'incroyable invention, l'imagination qui se déploie chez ces femmes, quelquefois avec des figures, on voit apparaître des personnages, des visages, mais une invention également dans les rapports et les combinaisons de couleurs qui est tout à fait étonnant. L'école d'Essaouira regroupe un certain nombre d'artistes autodidactes qui habitaient dans la campagne autour d'Essaouira et qui ont livré des peintures tout à fait étonnantes. Ouarzaz fait ses peintures en laissant couler les couleurs à partir de son pinceau sur la toile et il recouvre comme ça toute la surface. On pense évidemment à Jackson Pollock, qu'il ne connaissait pas, il en a entendu parler par la suite, mais lui, il cherche en fait par la suite des images dans cette espèce d'entrelacs de formes et il trouve des visages ou des corps ou des figures qu'il souligne à la peinture noire. Nous l'avons placé à côté de ces tapis parce que en fait, il y a peut-être là un souvenir de son enfance, parce que quand on retourne un certain nombre de ces tapis, il y a au revers beaucoup de fils de couleurs qui sont encore là et qui sont entremêlés et qui ressemblent en fait beaucoup à cet entrelac de couleurs tel qu'il le pratique dans sa peinture. Cette exposition est transdisciplinaire. On a par conséquent également voulu évoquer l'activité littéraire du Maroc. Il y a dans quelques vitrines des romans et des recueils de poésie des principaux auteurs marocains, en français ou en arabe. Et il y a également quelques portraits d'écrivains importants faits par Mustapha Saha, qui est à la fois un peintre, un sociologue et un écrivain. Il y a aussi des bandes dessinées au Maroc, on en montre quelques-unes, et en particulier celle qui a été dessinée par Cédric Liano à partir de l'histoire de Arejdal, cet artiste qui a essayé de fuir le Maroc sur une embarcation qui l'a amené jusqu'aux Canaries. Il est allé ensuite en prison, il a été rapatrié au Maroc. Et toute cette histoire assez tragique mais emblématique de ce qui arrive à beaucoup de Marocains a été retracée dans cette belle bande dessinée.